so there are no misunderstandings. Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping immunisation before it entered the market? No. C'est dingue, hein. Pfizer n'avait pas étudié la transmission du virus, de l'aveu même d'une haute placée de Pfizer. Au sein du collectif Vraie Info Covid, il faut avouer qu'on est quelque peu surpris. Surpris que les anti-vax ne l'apprennent que maintenant. Parce que bien sûr, Pfizer n'avait publié aucun résultat sur la transmission du virus. Il suffisait de regarder leur rapport, accessible à tous, ou leurs publications, ou au pire, les vidéos qu'on a faites Mathieu et moi sur le sujet. Au pire. Non, la transmission n'avait pas été testée et on l'avait déjà dit. Comment se peut-il que nos désinformateurs professionnels ne l'apprennent que maintenant? Ce n'était pas un secret. C'est-à-dire, on est parti, on a mis sur le marché quelque chose, on n'avait pas testé quelque chose de capital qui est l'empêchement de la transmission de virus. Avant de revenir sur l'étude de Pfizer, essayons de définir ce qu'on appelle l'infection et la transmission. Vous allez voir, c'est pas aussi simple que ce qu'on croit. D'ailleurs, on a eu beaucoup de mal à se mettre d'accord, rien que nous deux. Alors on va vous donner notre façon de comprendre ces termes. Voici Alex. Alex se retrouve confronté à des particules virales, mais il ne va pas être forcément infecté. On ne considère qu'il est infecté que si le virus prolifère suffisamment pour être détectable. On parle d'infection. Les capacités de résistance à l'infection d'Alex dépendent principalement de son système immunitaire. Et du masque. Maintenant voici Paul-Emmanuel. Lui, il a chopé le Covid. Il faut dire qu'il fait la bringue tous les soirs sans masque. Quand il est infecté, il va être capable de le transmettre plus ou moins. C'est la transmission. La transmission dépend du nombre de particules virales produites, de si on tousse ou non, etc., etc. Vous voyez déjà qu'on a un problème. Je suis sûr qu'on a tous déjà employé l'un des deux termes pour désigner l'ensemble des deux flèches. Les deux termes sont ambigus. En fait, c'est assez difficile, car les deux phénomènes sont liés. Et oui, pour qu'une personne soit infectée, c'est-à-dire que le virus soit entré, mais qu'il se soit en plus suffisamment amplifié pour être détectable, et potentiellement donner des symptômes, il faut faire la somme de la capacité de transmission du donneur et de la résistance à l'infection du receveur. Toutes les expériences qu'on peut faire vont mesurer la résultante de ces deux variables. Mais on est tout de même en capacité d'isoler l'un des deux facteurs pour s'intéresser soit à la transmission, soit à l'infection. Commençons par les expériences qui ont pour but de déterminer l'efficacité du vaccin à l'infection. La flèche de droite donc. Prenons deux groupes de 10 000 personnes. Deux groupes comparables sur l'âge, le sexe, les comorbidités, etc., etc. L'un des groupes est vacciné, l'autre non, et on va regarder quel groupe va être plus infecté. Ce qu'on va mesurer dans cette expérience, c'est l'infection totale, la somme de la capacité de transmission et de la capacité à y résister. Mais il n'y a pas de raison qu'un groupe ou l'autre se trouve confronté à des personnes plus ou moins capables de transmettre le virus. Autrement dit, ce paramètre est fixe dans les deux groupes. Par contre, la résistance à l'infection, elle est conditionnée par le fait d'être vacciné ou non. Du moins, c'est l'hypothèse qui est testée au départ. Si la flèche noire égale la flèche rouge plus la flèche verte, mais que la flèche rouge est fixe, alors la mesure correspond uniquement à des variations de la flèche verte. Mince, on serait quand même pas en train de faire des maths là. C'est exactement l'expérience qu'a réalisée Pfizer et qui a été publiée en décembre 2020. Cette étude montrait à l'époque une efficacité à l'infection de 95%. On ne parle donc pas ici de transmission. Ça démontre au moins une chose, les personnes qui critiquent les études Pfizer aujourd'hui ne les ont toujours pas lues. Mais venons-en à la transmission du virus. Pour évaluer la capacité de transmission, la flèche de gauche donc, c'est plus compliqué. Une première chose qu'on peut faire, c'est quantifier l'ARN viral des porteurs de virus vaccinés et non vaccinés. D'ailleurs ça a été fait. Il se trouve que les patients vaccinés n'ont pas nécessairement moins d'ARN viral que les non vaccinés. On peut le voir dans cette publication par exemple. La quantité d'ARN est à peu près la même chez les vaccinés et les non vaccinés. Victoire pour les antivax. Non, je plaisante. Ce test est très mauvais pour estimer la transmission du virus. Ben oui, parce qu'on peut pas savoir si cet ARN provient d'un virus fonctionnel ou d'un reste d'ARN qui s'est fait à moitié dégrader par des cellules immunitaires. Bon, il faut quand même bien voir que ce n'est pas non plus toujours complètement décorrélé. Ici, par exemple, vous avez en ordonnée les copies d'ARN, et en abscisse le nombre de particules infectieuses. Vous voyez qu'il y a quand même une certaine corrélation.
pas excellente, mais il y en a quand même une. Mais là par exemple, vous voyez tous les points à gauche collés à l'axe, c'est de l'ARN qui n'est pas du tout infectieux, qui n'est pas contenu dans une particule infectieuse. Une façon plus pertinente de tester ça, c'est un test in vitro sur des cellules en culture. L'idée, c'est qu'on récupère la salive du porteur de virus, dans laquelle il y a des virus, et on regarde si ces virus infectent les cellules, et surtout combien il y a de virus capables de faire ça. On mesure dans ce cas l'ensemble du phénomène, mais comme toutes les cellules sont les mêmes, elles sont toutes susceptibles de la même façon à l'infection, donc le seul paramètre qui change, c'est celui de la transmission. On peut voir par exemple dans cette étude que la quantité de virus fonctionnels est bien plus faible chez les personnes vaccinées. C'est aussi vrai dans cette étude pour le variant Delta. Pour le variant Omicron, par contre, ce n'est vrai qu'avec le booster, sinon il n'y a pas de différence notable. Ce test n'est toujours pas parfait, loin de là. Ça reste un test in vitro, plein de paramètres de la vie réelle ne sont pas pris en compte, comme par exemple si la personne tousse ou non. Pour se rapprocher encore un peu plus de la vie réelle, on a encore une autre méthode, mais qui nécessite un très grand nombre de données, impossible à atteindre en essai clinique randomisé. L'idée c'est de regarder combien de personnes sont infectées par un cas positif vivant au sein du même foyer. En gros, quand il y a un cas positif, combien de personnes de la même famille, habitant sous le même toit, vont être infectées. Cette fois encore, le paramètre infection est fixé, c'est-à-dire que tous les cas contacts sont vaccinés ou non, tandis que le paramètre transmission est variable selon le statut vaccinal. Par exemple, dans cette étude, une personne qui attrape le virus est appelée cas index. Dans sa maison vont se trouver des personnes qui attraperont le virus ou pas. Ensuite, on compare le nombre de personnes infectées dans les foyers en fonction du statut vaccinal du cas index. En gros, est-ce qu'on transmet davantage de virus au sein de son foyer si on est vacciné ou pas? Réponse. Une fois qu'on a pris en compte les différences d'âge pouvant influencer le résultat, l'efficacité mesurée contre la transmission est comprise entre 40 et 63%. Ne focalisez pas sur ces chiffres d'environ 50% d'efficacité, ça varie avec le temps depuis la date de vaccination, selon le variant, etc. etc. C'est comme pour l'efficacité sur l'infection, ça change avec le temps, donc gardez en tête que globalement, le vaccin a un effet bénéfique sur la transmission, mais on va pas essayer de donner un chiffre exact d'efficacité. Tout ça pour dire que tester la transmission dans une étude clinique randomisée, c'est pas faisable. C'est pas nécessaire pour avoir une autorisation de mise sur le marché, et c'est pas forcément utile, tout court, dans la mesure où on baisse drastiquement les taux d'infection. Nous avions vu au début de la vidéo l'ambiguïté des termes transmission et infection. Par rapport aux expériences mises en place, nous avons défini transmission et infection sous la forme de ces deux petites flèches. Mais il arrive que ces termes soient employés comme l'ensemble du processus. Justement, c'est cette ambiguïté qui va poser problème maintenant. 95% de protection des formes graves. 95%. Vous réduisez par 12 le risque de contamination des autres. Contamination des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après la définition, contamination semble être proche du mot infection. Il ne semble pas y avoir de notion de transmission, mais c'est pas si clair. Et contamination des autres, quoi qu'en soit la définition, ça fait quand même penser à transmission. C'est d'ailleurs comme ça que BFM TV, entre autres, a traduit les paroles d'Olivier Véran, sans qu'il ait dit précisément ce mot. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et qu'est-ce qui est vrai? Un risque diminué 12 fois, c'est équivalent à une efficacité de 92%, ce qui correspond à peu près à l'efficacité sur l'infection qui était connue à l'époque. En vérité, nous avons vu que les termes transmission, infection, contagion, contamination et leurs équivalents en anglais n'étaient pas toujours utilisés de la même façon dans les publications scientifiques. Il y a même d'autres mots qui sont parfois utilisés. Donc pas étonnant qu'il y ait des confusions sur tous ces termes. Mais revenons à la transmission telle qu'on l'a présentée dans cette vidéo, à savoir les aptitudes du donneur à transmettre le virus. Si Olivier Véran avait dit clairement qu'il y avait une efficacité sur la transmission, est-ce qu'il aurait eu tort? Sachant qu'à ce moment-là, la transmission n'avait pas été testée à proprement parler. Disons que la transmission, la flèche de gauche, soit la même chez les vaccinés et les non vaccinés. Malgré tout, le fait d'être protégé à l'infection, par la flèche de droite, suffit à ne pas être infecté. La transmission est enrayée. Alex n'est donc pas infecté. N'étant pas infecté, il ne pourra donc logiquement pas transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Donc quelque part, une protection à l'infection est aussi une protection à la transmission. Ces ambiguïtés sont peut-être à l'origine d'un quiproquo ayant entraîné un fort ressentiment chez les soignants suspendus pour défaut de vaccination. Certains réclamaient depuis des mois qu'on leur démontre l'effet du vaccin sur la transmission spécifiquement. Il est normal pour eux de brandir la réponse de Pfizer, somme toute anecdotique, comme s'il s'agissait enfin d'un aveu. Or, nous avons vu que l'effet sur l'infection, déjà démontré dans les premières études de Pfizer, suffisait à réduire en conséquence la transmission du virus.
Il était donc tout à fait justifié d'encourager la vaccination des personnels soignants afin de protéger les patients, même avant la sortie des études spécifiques sur la transmission du virus. L'étude Princeps de Pfizer était disponible depuis fin 2020. Il s'agit en rien d'une nouveauté ou d'un aveu, il n'y a aucune révélation. Aucun effet sur la transmission n'était exigé pour une mise sur le marché. Il fallait avant tout une protection contre l'infection et une absence de dangerosité évaluée sur un nombre suffisant de personnes. Ces critères étaient remplis. La balance bénéfice-risque, avec les connaissances de l'époque, justifiait de déployer le vaccin à grande échelle. Et cette balance est restée dans le bénéfice au fur et à mesure des nouvelles connaissances accumulées. Notamment celles que nous venons de présenter, indiquant un effet sur la transmission. Notre propos n'est pas de défendre les politiques gouvernementales. La manière de parvenir à la vaccination du plus grand nombre, et donc à leur protection, peut toujours être critiquée. Mais les affirmations fantaisistes sur une inefficacité vaccinale inventée discréditent certaines paroles critiques qui pourraient pourtant être considérées comme légitimes. Par exemple, une personne non vaccinée testée négative est-elle vraiment plus à risque de transmettre le virus qu'une personne vaccinée non testée ? Ce qui est certain, c'est que le vaccin réduit le risque de formes graves, d'infection et de transmission, même si c'est jamais à 100%. La protection qu'il représente peut évoluer selon le temps et l'apparition de nouveaux variants. Il ne représente pas de risque majeur et les effets secondaires ont été bien surveillés. À l'heure actuelle, la balance bénéfice-risque lui est donc largement favorable. Dock'n'Roll a également fait une vidéo sur le sujet, elle est complémentaire et lui au moins ne vous embêtera pas avec des définitions, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. On a également fait une vidéo avec Alexander sur ma chaîne, La Biologie fait des vidéos, sur le professeur Didier Raoult. Si le sujet vous intéresse, le lien est en description.